Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Tchad, dont, du moins où les électeurs se rendront aux urnes le 17 décembre 2023 pour adopter ou non la nouvelle constitution. Et précisément par rapport à ce référendum, le président récemment, en tout cas le 9 octobre dernier, a appelé plutôt les Tchadiens à se rendre sereinement, ce sont ces mots, au référendum constitutionnel le 17 décembre, et dit veiller personnellement, c'est encore son mot, à ce que tout le cycle électoral qui doit mettre fin à la transition en 2024 soit transparent et crédible. Ça vous rassure? Il dit veiller scrupuleusement, personnellement, à ce que le cycle électoral qui interviendra après l'adoption du référendum soit transparent et crédible. A priori, je n'ai pas de raison de mettre en doute la parole du président de la transition, chef de l'État. En tant que militant, je constate qu'entre les mots et les actes, il y a parfois quelque chose qui ressemble à une espèce de dissonance cognitive, j'ai l'impression. Et donc, moi, je suis allé m'inscrire. J'étais déjà inscrit lors des élections antérieures et je suis allé naturellement, tranquillement me faire recenser pour ce référendum-là qui se déroulera ici en France sur 2 jours, pour les résidents qui sont en France. C'est le 16 et 17 décembre. Oui. J'ose espérer que, à partir du vote pour ou contre le référendum, j'ose espérer que le gouvernement en place là va réellement appliquer la décentralisation tant promise, que les choses vont changer. Ça vous tient, ça? Ah oui, mais c'est fondamental. Parce que tant que la décentralisation, tant que les responsables locaux ne sont pas élus et qu'ils ne gèrent pas une partie des affaires locales, on va toujours aller dans le mur. Parce que cette question d'impunité, cette question de justice, cette question de mort, bon, même si les événements du mois d'octobre 2022, on peut penser que certains responsables politiques ont voulu faire une espèce d'insurrection, peut-être pour accéder au pouvoir. En tout cas, il y a eu quand même un nombre incroyablement élevé de morts. Et même dans les autres provinces, il y a des enlèvements avec rançon. Ce sont des situations que les Tchadiens vivent au quotidien. Quand vous allez dans les hôpitaux, j'espère. Mais moi, je pense qu'il est quand même... Mais une constitution n'a jamais changé quoi que ce soit dans la vie des gens. Je sais bien qu'une constitution n'a jamais changé quoi que ce soit, mais ce qui est certain, c'est que la constitution tchadienne qui sera soumise à l'approbation des Tchadiens le 17 décembre permettra à ce que cette nouvelle génération qui n'a pas connu certaines difficultés d'adaptation puisse prendre en main cette nouvelle constitution et permettre à ce qui est la décentralisation dans les provinces. Les gouverneurs doivent être élus pour qu'on puisse avoir cette possibilité de pouvoir développer le Qu'est-ce qui a expliqué que pendant longtemps les gouverneurs n'aient pas été élus? Mais c'est le principe même je dirais, d'administration qui a provoqué tous ces hygiènes, parce qu'on n'a pas mis de structure réelle comme ça en place pour permettre à ce qu'on élise. M. Zang disait tout à l'heure qu'il y a des communes où le maire n'a pas été élu, il a été désigné. C'est ça. Et donc, ce sont ces choses-là que la nouvelle constitution va permettre de pouvoir modifier et permettre à ce qu'il y ait un changement réel. Vous parlez des morts qui ont été... le 20 octobre 2022. Il n'y aura jamais, c'est-à-dire au Tchad, le Tchad reconnu comme tel, c'est un pays unitaire, il n'y aura jamais de crimes qui ne seront pas impunis. L'État s'y engage, c'est ce qui a été dit par le ministre de la Justice et par le président de la République, M. Mahamat Idriss Déby. Donc, ces problèmes resteront intacts. Crime de sang,
Je pense que tant que ça ne sera pas jugé et tant que ça ne sera pas... c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de réconciliation, je crois qu'on ne peut pas continuer. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. On ne peut pas jouer sur ces formes de tuerie de masse sans qu'il y ait des responsables. Donc, il y aura sûrement des responsables qui vont être jugés. Mais c'est déjà arrivé de par le passé. Ben oui, c'est des choses qui arrivent, mais je pense que il faut y mettre fin. On va mettre fin. Vous sentez maintenant chez le nouveau pouvoir, je pense que cette dynamique, cette volonté. La nouvelle génération qui arrive au pouvoir et qui va mettre en place le futur du Tchad va modifier toutes ces choses antérieures qui ont détruit l'image de la population vis-à-vis de leurs gouvernants. 2 faits importants, positifs. Sucé Masra est rentré en N'Djamena à la suite d'un accord piloté par le président Félix Tshisekedi. Ça traduit quoi? Que les Tchadiens sont capables de paix. Au fond, on peut transcender les rivalités finalement et les tensions finalement. L'histoire du Tchad n'est pas avare d'accords de réconciliation, de ralliement. On en a signé beaucoup. L'essentiel, c'est qu'ils puissent réellement être respectés, aussi bien ceux qui viennent d'être signés entre le président des transformateurs et le gouvernement. La délégation était dirigée par le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, M. Roulamala. Donc, on peut espérer que cette fois-ci, ils vont mettre réellement de la bonne volonté dans l'application des mesures qui sont prises. Ça, c'est la première chose. Mais moi, je suis un peu, disons, sceptique. Pourquoi? Par rapport à quoi? Parce que les personnes qui sont chargées, n'est-ce pas, de gérer cette phase-là, on va voir, hein, décembre, c'est bientôt, elles ont acquis un certain nombre de mauvaises habitudes, aussi bien dans la gestion de l'État. Vous parlez du Conseil militaire de la transition? Non, je parle d'une manière générale. Ah, d'une manière générale. D'une manière générale. Okay. On a vu ça. Et c'est ça qui... j'espère pour mon pays que tout aille bien, mais j'ai quelques raisons d'être sceptique. Deuxième fait positif, on n'a pas de rébellion aux portes de N'Djamena. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rébellion. Ah non, pas les mouvements rebelles. Alors, le Tchad a une particularité, c'est que nous avons été pendant très longtemps champions du monde des rébellions armées actives. Oui. Et encore aujourd'hui, il y en a. Le dialogue d'ailleurs. Le mouvement le plus important. Non, ils ont d'abord participé au pré-dialogue de Doha. Ils étaient là. Tout le monde était là, les politico-militaires à Doha. Par contre, ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est un certain nombre de clauses de cet accord-là. Et donc, ils sont repartis dans la rébellion. Simplement, ils ne sont pas actifs. Est-ce qu'ils sont en hibernation? Est-ce qu'ils... je suppose qu'il y a des tentatives de négociation. Quels sont les éléments qui y avaient dans les clauses et qui les mécontentaient au point où ils claquent la porte? Alors, il y a essentiellement la question de la démilitarisation. Oui, c'est vrai. Du désarmement et de la réinsertion. Ça, c'est une. La question de la désignation des responsables au niveau, par exemple, du Conseil national de transition et du gouvernement. Il y a également la question de la probable candidature des dirigeants de la transition pour... Et ils ne voulaient pas. Non. Ça, c'est une des conditions qu'ils avaient posées, hein, que les gens qui dirigent la transition doivent se retirer. Donc, mais je ne suis pas leur porte-parole, donc... oui, mais justement, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y avait eu ces dialogues où ils n'ont pas pu participer. Vous avez parlé tout à l'heure de la continuité des dialogues, quel que soit l'avenir de ces référendums. Les Tchadiens aiment tout le temps chercher à pouvoir. Dès qu'on n'est pas content, on prend les armes. Dès qu'on sent que notre intérêt personnel, privé est touché, on prend les armes. C'est pas dans ce sens-là qu'on va diriger un pays. Le pays doit être dirigé
dans une coalition et dans un état de concorde. Or, ce n'est pas ça. Ce qui est certain, c'est que beaucoup voient en politique un moyen d'enrichissement. L'enrichissement. Or, la politique en tant que telle, c'est pour pouvoir servir la population. Autres. Or, ces services, on ne le voit pas. On ne le voit pas, pratiquement tous. Il y a une scientifique française, Marielle Delbos, qui a écrit un livre sur le métier des armes. En fait, créer un mouvement armé, ça devient une entreprise. Oui. Et après, on accède à des postes de responsabilité. Oui. C'est comme ça que ça a été pendant très longtemps. C'est une activité, ça devient une activité rentable. Mais c'est pas ça le but. Et précisément par rapport à ça, le président dit dans son dernier discours, où il vous appelait au référendum, que le désarmement, la démobilisation, le désarmement n'ont pas pu se faire parce que les partenaires internationaux n'ont pas apporté le financement. On parlait tout à l'heure de... Pourquoi le Tchad a-t-il besoin de partenaires extérieurs pour amorcer le processus de... Mais parce que souvent on se rend compte que ceux qui fournissent ces armes, c'est les mêmes qui sont derrière pour pouvoir pousser à ceux qui prennent le pouvoir pour leur acheter encore d'autres armes. En Afrique, au Tchad en particulier, on ne fabrique pas d'armes. Oui. Donc, ces multitudes d'armes qui sont déversées au Tchad, c'est dû à des acteurs extérieurs qui ont intérêt à ce qu'il y ait toujours des désordres au Tchad pour permettre à ceux qui puissent profiter de leur action. Or, le Tchad, c'est un pays minier, c'est un pays également doté d'une jeunesse, presque 60-70% des jeunes tchadiens peuvent encore être au service. Un point très important aussi pour finir cette émission et qui mécontente certains les Africains dans des pays que je n'ai pas besoin de nommer. On ne comprend pas que le président français aille introniser, adouber le président tchadien qui n'a pas été élu du tout, alors qu'on condamne les putschistes dans d'autres pays. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, rend particulier le cas tchadien et qui a motivé cet appui important et international apporté par la France? Mais c'est un problème d'amitié. Amitié. Les États n'ont pas d'amis. N'ont pas d'amis, ça c'est certain. Mais, le Tchad... Mais vous comprenez la frustration des autres? C'est cas exceptionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas comme dans d'autres pays où ces problèmes s'est posé et c'était pas pareil. Au Tchad, c'était exceptionnel. Le fait que une succession dynastique, on a déjà vu ça ailleurs. Non. Un changement anticonstitutionnel, on a vu ailleurs. J'avais parlé de ça tout à l'heure et je ne pense pas qu'il faut absolument qu'on revienne à chaque fois là-dessus. C'est une situation exceptionnelle, un moment important pour maintenir la paix dans cette zone-là qui s'est passé. Le président français, c'est un ami du Tchad et qui est venu participer à notre douleur, sa compassion. Qu'il laisse les Tchadiens régler leurs propres problèmes. Ils sont suffisamment matures. Ils n'ont pas besoin de l'aide des services de renseignement français ou de l'armée française pour gérer leurs problèmes. Et c'est vrai, M. Togbé, vous l'avez dit avec beaucoup de pertinence, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, même on traite ces régimes-là de putschistes, on les traite de putschistes, et le chef de la transition au Tchad, on l'appelle président de la transition. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de 2 poids 2 mesures qui est quand même... Vous pensez que c'est pas amitié, c'est parce que le président français... Du tout. L'armée française est présente au Tchad quasiment depuis 1965, sans discontinuer, avec des petites périodes. La seule fois où l'armée française a été chassée du Tchad, c'est justement par des putschistes. En 1975, le Conseil supérieur militaire, avec à sa tête le général Maloum, avait accédé au pouvoir et a demandé le départ des troupes françaises du Tchad. Ils se sont exécutés à cette époque-là. Or, c'était des putschistes déjà. Bien. Et
par la suite, depuis 1986, Épervier et toutes les opérations militaires au Tchad, il y a eu une présence constante. Oui, et pour vous, comment vous l'expliquez? Constante, mais tout simplement, c'est un enjeu stratégique. C'est-à-dire que le Tchad, c'est une espèce de porte-avion dans le désert. Le Tchad. Pour l'armée française. Pour ces différentes interventions, pour le contrôle d'une partie de l'Afrique, la France est une puissance impérialiste, elle se comporte en tant que telle, et que c'est le Tchad, comme les autres, ce sont des vassaux qu'elle manipule. Non, mais quand vous parlez de porte-avions, si le Tchad... Dans le désert. Dans le désert, si vous dites, mais c'est-à-dire, le Tchad est un pays souverain. Et s'il a des accords avec la France, je ne vois pas en quoi la troupe française ne peut pas être au Tchad. Je suis d'accord avec vous. Ça c'est un principe de base. Je suis d'accord avec vous. Monsieur Bamaré, la question qui est posée, c'est la question de l'impératif démocratique. Quand vous dites la prise de pouvoir ne peut se faire que par les urnes, et c'est ce que vous exigez à tout le monde, n'allez pas adouber un président qui n'a pas été élu. Non, mais le président de la République française allait même plus loin. Non, mais il a dit je ne permettrai pas qu'on déstabilise le Tchad. Il est président de la République française ou il est le président de la République du Tchad? Mais vous comprenez ça totalement. Non, mais moi je comprends, parce que ce qui est certain, c'est que le Tchad, en ce moment précis, on ne peut pas déstabiliser. Parce que s'il y avait eu des désordres à cette période, ça sera pratiquement tout le Sahel qui devait être embourbé dans cette action de guerre. Non, monsieur Babaré, pour qu'on comprenne, si le président de l'Assemblée nationale, qui est le dauphin constitutionnel, avait pris le pouvoir, le Tchad aurait été déstabilisé? Non, c'est-à-dire, l'acte que le président de l'Assemblée nationale a soumis à l'approbation de l'opinion internationale, c'était, il n'a pas la possibilité, en tant que civil, de pouvoir prendre des décisions militaires à cette période précise où on ne sait pas qui et quoi, pourquoi on a tué le maréchal. Il aurait eu des conseils militaires, il aurait eu des ministres. Il aurait pu, mais je crois qu'à ce moment précis, il n'y avait pas du tout un élément qui lui permettrait de pouvoir décider si on pouvait l'écouter à ce moment précis. Bon. À la fin de la transition, pour vous, par rapport à l'analyse que vous faites, un civil pourra prendre le pouvoir ou bien il faut toujours un militaire à ce moment-là? Le Tchad, comme je disais tout à l'heure, c'est un pays souverain. Donc, c'est-à-dire les Tchadiens vont voter en leur âme et conscience et ils désireront leur prochain président. Que ce soit un civil ou un militaire, c'est un Tchadien qui sera élu président. D'accord. Non, mais c'est par rapport à la question liée au personnage qui prend la succession du président Idriss Déby que je pose. Mais vous comprenez son point? C'est-à-dire vous étiez à un moment... Monsieur Bamaré a peut-être raison, j'en sais rien. Vous étiez peut-être à un moment où il fallait un militaire pour assurer la succession du président Idriss Déby. Non. Mais, peu importe si c'est démocratique ou pas. Il y a une question de principe. D'accord? Le président de l'Assemblée, à l'époque, monsieur Kabadi, s'il avait pris le pouvoir, c'était pour continuer exactement la même chose que le défunt président. Il est du MPS, avec les mêmes hommes, avec la question de... Justement, il y a depuis 75, le Tchad a été toujours dirigé par des militaires ou des politico-militaires. Il n'y a pas eu, depuis Tombalba, il n'y a plus eu de président civil. Une petite période de 3 mois où M. Lol Mamadou Choua a été président, mais vous avez vu comment il a été balayé par les politiques. Le problème, tant que c'est la France qui va décider qui va être président au Tchad, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, la France ne décide que le gouvernement français laisse les Tchadiens régler eux-mêmes leurs problèmes de manière démocratique, mature. Et c'est très, très important. Et moi, je pense qu'il est très important qu'on sensibilise les Tchadiens à pouvoir participer à ces référendums. Dans ce projet de constitution souligne la capacité, le génie tchadien à trouver des solutions aux problèmes du Tchad, pour un Tchad plus fort, pour un Tchad plus uni,
plus réconciliés. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à votre pays. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Je regrette que Abdelkarim, qui était initialement invité dans cette émission, n'ait pas pu avoir le temps d'y participer, mais nous avons quand même évoqué la situation de votre pays qui va tenir son référendum constitutionnel le 17 décembre 2023, à qui nous souhaitons beaucoup de paix, aux Tchadiens beaucoup de paix, beaucoup de prospérité, même si le dernier rapport de la Banque mondiale sur la lutte contre la pauvreté n'est pas très bon. Un pays en guerre ne peut pas avoir le même... Il est en guerre, le Tchad? Non, mais autour du Tchad, il y a tous les pays en guerre. Donc, c'est-à-dire le Tchad actuellement accueille les réfugiés qui viennent de différents... Oui, c'est vrai. Et le Tchad, énormément de réfugiés. Il y a les réfugiés du Soudan, qui sont très nombreux, du Darfour, à peu près 400 000. Il y a ceux qui étaient déjà venus de la République centrafricaine. Il y a ceux qui fuient aussi les exactions commises par les terroristes de Boko Haram. C'est vrai que ça pèse beaucoup. Et l'Afrique doit beaucoup au Tchad pour cette hospitalité et cette capacité que vous avez à accueillir des gens. Si vous étiez déstabilisé, imaginez comment ça aurait été difficile. Absolument. À gérer si vous aussi vous êtes déstabilisé. Pour autant, on ne peut pas mettre la démocratie entre parenthèses pendant longtemps. Non. Le moment viendra. Non, justement, on avait la transition et ça va durer le temps qu'il fallait, qu'il y ait 18 mois et puis on arrivera... Non, les 18 mois sont passés, là on est déjà à 1 an après la deuxième transition. Hein. Oui. Je parle de la deuxième transition, celle qui est issue de... Qui normalement doit s'achever du dialogue. Sauf si la Constitution est rejetée. Si le non l'emporte, la transition va être prorogée. C'est ça. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Hein. Parce qu'il va falloir faire un nouveau projet de constitution. Donc, on va prolonger la transition. Oui, effectivement, c'est dans le cas où le non remporte. Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'éléments objectifs clivants qui pourraient amener les Tchadiens à rejeter cette constitution? Il y a quasiment de l'unanimité autour de cette... Unanimité, je ne dirais pas, mais il y a quand même des responsables politiques, les politico-militaires qui ne se sentent pas concernés par cette affaire de référendum constitutionnel. C'est possible, mais c'est-à-dire ce qui est certain, c'est dans tous les pays du monde, il y a toujours eu des contestations sur des thèmes bien définis. Fort heureusement. Et donc, je ne pense pas que ça soit le cas pour le Tchad. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Monsieur Bamaré, vous êtes un grand militant de mouvements associatifs. Absolument, ça fait plus de 40 ans que je suis dans les actions de mouvements. Titulaire de plusieurs médailles, ici la médaille d'honneur des services bénévoles, ici la médaille d'honneur hors de la ville de Puteaux en France, une autre médaille ici, une 4e médaille, le souvenir français, qui vous a été décerné par le président général du souvenir français. Merci et bravo pour votre engagement au profit des associations diverses. Le bénévolat est un acte de volonté et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes et certaines personnes à travers le monde qui apportent beaucoup de contributions dans le bénévolat, qui rendent grandement service à des États. Et je pense que beaucoup de nos compatriotes vont être des bénévoles également dans d'autres actions. Absolument. Et il y en a beaucoup au Tchad en ce moment qui aident à l'intégration des réfugiés qui viennent d'un peu partout de vos... On a même un camp de réfugiés aux alentours de N'Djamena. De Camerounais. Hein, parce qu'il y a eu des incidents là en 2021. Et le Tchad accueille beaucoup. Mohamed Zang Nezoun, merci à vous également d'avoir participé à cette émission sur votre pays, le Tchad, membre de l'UNDR, le parti du Premier ministre actuel Saleh Kebzabo. Vous êtes enseignant et c'est aussi une forme de don de soi. Absolument, c'est un don de soi. Et chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dont vous aidez à gagner les autres. C'est la fonction la plus noble après. Merci. Avec la santé. En tout cas, vous êtes le président de l'Amicale panafricaine, membre de la Dynamique unitaire panafricaine. Merci. Merci, monsieur Togbé. Et puis un petit coucou à tous
tout le peuple tchadien. Absolument. Pour que les choses aillent mieux, faut l'espérer, quoi. Et un petit coucou aussi aux militants de l'UNDR. Merci également à tous les Tchadiens. Merci beaucoup. À vous, c'est la fin, mesdames et messieurs. De Frontal, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré au Tchad. Pour suivre cette émission, rendez-vous sur www.nca-tv.com et abonnez-vous surtout à la chaîne. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, M. Togbé. Merci, M. Togbé.